Vous vous apprêtez à visionner l'interview que j'ai réalisée avec Marine Mutis, doctorante chercheuse en psychologie, spécialiste de la question de la lucidité terminale. La lucidité terminale est un phénomène intrigant au cours duquel une personne souffrant d'une pathologie motrice ou cognitive va être sujette à un regain d'énergie et ou de lucidité peu de temps avant son décès. Cette renaissance soudaine de la conscience, de la parole, de la mémoire ou encore de la motricité demeure une manifestation plutôt méconnue qui mérite d'être partagée, que ce soit dans le monde de la recherche ou chez le grand public. Et ceci pour permettre un meilleur accompagnement, que ce soit du patient, des proches ou du personnel soignant. Alors si par ces paroles j'ai pu éveiller votre curiosité, préparez-vous pour ce voyage fascinant en compagnie de Marine Mutis qui vous permettra d'éclairer la question de la lucidité terminale. Moi, je suis Marine Mutis, donc je suis psychologue clinicienne et aussi docteur en psychologie clinique avec du coup la réalisation de ma thèse sur la lucidité terminale. C'est des rencontres avant tout, dans le sens où moi mon premier mémoire de master, je l'ai fait sur le deuil, donc sur la question des répercussions de certains types de morts sur le deuil et avec l'exploration du test de Rorschach. Donc c'était une question, moi, d'intérêt personnel, donc je l'ai traitée dans ce mémoire-là. Et cette même année, j'ai découvert les enseignements de Renaud Evrard sur la clinique des expériences exceptionnelles qui m'ont fortement donné envie de plutôt ouvrir sur cette voie-là pour l'année suivante. Et donc j'ai fait un mémoire sur les synchronicités, donc en dernière année. Et pour mon travail de thèse, parce que je savais que je voulais continuer par un travail de recherche plus approfondi, je me suis dit que ce serait une bonne idée de regrouper les deux, la question de la mort et du deuil et la question des expériences exceptionnelles. Et en discutant de ça avec Renaud, il m'a proposé le sujet de la lucidité terminale, dont j'avais entendu parler un tout petit peu parce qu'il m'avait proposé ça comme sujet de mémoire, et puis finalement ça s'était pas fait. Donc voilà, c'est revenu en boomerang, et là je me suis dit que c'était vraiment le sujet qui était parfait pour moi. Donc on s'est lancé sur ce sujet-là et on a persisté malgré le manque de financement, malgré le Covid, et ça a pu mener à ce travail qui s'est achevé il y a quelques mois à peine. Voilà. C'est un phénomène qui n'est pas connu. Il y a quelques travaux qui existent, quelques articles, puis ça commence à prendre de l'ampleur, mais c'est pas connu et pourtant c'est un constat clinique qui est fait par beaucoup de professionnels. Par les familles aussi, mais forcément elles le rapportent moins, elles se font plus discrètes. Du coup, il y a beaucoup de personnes qui, dans le milieu des soins palliatifs ou même globalement à l'hôpital, pouvaient dire « Ah bah oui, il y a un regain d'énergie, il y a un mieux avant la fin, ou il y a un chant du cygne aussi », très belle expression. Justement, le chant du cygne, c'est un terme qui est inclus dans le titre de ta thèse. Et, ouais. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, le chant du cygne ? C'est une paraphrase pour parler de la lucidité terminale. C'est une expression que certains utilisent pour parler de ce phénomène-là et je la trouvais très belle. Ouais. Donc du coup, je me suis dit que ce serait une belle manière de nommer ma thèse avec un sous-titre un petit peu plus explicatif, mais je trouvais que c'était une belle image, le chant du cygne qui est réputé être le plus beau chant du cygne avant que ce dernier meure. Voilà. Ah ouais ? Dans le sens où, genre, c'est à part le truc, mais quand un cygne meurt, il a un chant particulier avant son décès ? Il y a cette idée-là, je ne sais pas si biologiquement c'est avéré, mais il y a cette idée-là qui du coup a donné le nom à cette expression-là, que génial. pour son dernier chant, avant de mourir, le cygne aurait vraiment un chant particulier beaucoup plus beau, donc d'où l'expression le chant du cygne. Voilà. Ah, c'est trop cool, je ne savais pas du tout. Alors moi j'ai parcouru pas mal la littérature qui existe, j'ai essayé de faire un petit peu le point sur tous les articles qui avaient été faits depuis... Alors j'ai pas forcément pu remonter tous les articles parce qu'il y en a beaucoup qui ont été scannés mais qui sont pas forcément accessibles, donc je me suis aussi beaucoup basée sur les travaux de Michael Nahm. Et j'ai essayé de faire en tout cas le point au moins sur la littérature moderne. Il doit y avoir à peu près 20 à 30 articles à l'heure actuelle sur la lucidité terminale au niveau international, quasiment tous en anglais. Bien évidemment, quelques-uns en allemand, donc du coup, moi, ça, j'y ai pas eu accès, ou pas directement. Et j'ai essayé de compiler un petit peu les différentes définitions qui étaient données à ce phénomène-là dans les différents articles qui pouvaient en traiter. Et ce que j'ai retrouvé, ou en tout cas, moi, j'ai identifié 5 caractéristiques que j'ai utilisées pour définir la lucidité terminale et en fournir après une définition, même si ça reste encore, je pense, un travail à continuer.
La première caractéristique, c'est qu'auparavant, il faut que la personne soit dans un état altéré. Pour parler de lucidité terminale, il faut qu'il y ait une pathologie sous-jacente avec des dégradations, donc des personnes qui peuvent ne plus être capables de communiquer, qui peuvent avoir des troubles cognitifs, des troubles de la mémoire, qui peuvent même être dans le coma pour certains. En tout cas, elles ont un état fortement dégradé. Donc ça, c'est déjà un prérequis pour pouvoir parler d'un épisode de lucidité terminale. Ensuite, la deuxième caractéristique, c'est ce regain qui se manifeste. Donc c'est en fait un regain de vigilance. Donc par rapport à cet état altéré auparavant, il y a vraiment une réémergence des facultés de manière assez impressionnante avec un espèce de switch en off-on de la personne qui tout d'un coup revient à elle et est capable de retrouver ces différentes capacités qu'elle avait perdues. Donc ça, c'est la troisième caractéristique, c'est qu'il y a ces facultés qui réémergent, donc par exemple à nouveau pouvoir communiquer, des personnes qui retrouvent aussi l'appétit, ou même parfois la capacité de se lever, alors qu'elles étaient alitées depuis très longtemps, si ce n'est même dans le coma, elles peuvent être en capacité de se redresser, de se relever, de faire des choses qu'elles ne faisaient vraiment plus, et parfois depuis assez longtemps. La quatrième caractéristique, c'est le caractère extrêmement inattendu de ce phénomène-là, dans le sens où déjà il y avait cette altération, cette pathologie qui normalement ne laissait pas présager un tel regain, une telle récupération de la vigilance et des facultés. Et donc c'est un phénomène qui est très surprenant pour les familles, pour les professionnels, parce que c'est pas attendu dans le parcours, on va dire, plus linéaire d'un accompagnement en fin de vie et des pathologies qui les ont menés là. Et c'est aussi très spontané et inattendu dans le sens où c'est souvent un épisode qui se manifeste de manière rapide. Il y a vraiment, comme je disais, ce switch où la personne est alitée, avec beaucoup de dégradation, et tout d'un coup, hop, en quelques minutes, parfois quelques heures, mais le plus souvent c'est très rapide, il y a ce regain qui se manifeste. Et la dernière caractéristique, c'est l'aspect terminal, du coup, comme l'indique le phénomène, c'est-à-dire qu'il prend place peu de temps avant la mort de la personne. Donc généralement, c'est des délais de quelques heures à quelques jours, la majorité des cas, mais ça peut aller à plusieurs semaines, si ce n'est parfois quelques mois pour des cas assez anciens dans la littérature, mais ce n'est pas des choses que j'ai pu observer, en prenant en compte que du coup, plus on affine la lucidité terminale sur des temporalités courtes, plus il y a un biais qui fait qu'on prend moins en compte des temporalités plus larges, alors que peut-être qu'il y en a qui se manifestent plusieurs semaines, si ce n'est mois avant, mais qu'on ne les voit pas passer parce qu'on a rétréci notre vision du phénomène. À l'heure actuelle, il y a de toute manière encore des flous et des ambiguïtés quant à la question de la définition de la lucidité terminale, notamment sur cette borne temporelle. On ne sait pas exactement quand la situer, et aussi dans le cadre de quelle pathologie elle peut survenir, est-ce qu'on doit borner à certaines en particulier, ce qui fait qu'il y a des chevauchements parfois avec d'autres phénomènes, comme la lucidité paradoxale, où on ne sait pas encore si c'est deux phénomènes qui seraient distincts, ou les manifestations d'un même phénomène, mais de deux manières un petit peu différentes. Alors ça, à l'heure actuelle, il y a ce débat entre plusieurs chercheurs où il y a plutôt les Européens, les chercheurs européens qui pensent que la lucidité terminale est un phénomène distinct de la lucidité paradoxale pour plusieurs raisons, notamment le fait qu'elle ne se manifeste justement pas dans les mêmes pathologies, pas de la même manière et pas au même moment de la pathologie. Et du coup, les chercheurs américains qui, eux, pensent que la lucidité terminale serait juste une facette particulière de la lucidité paradoxale. Du coup, eux, ils définissent la lucidité paradoxale comme tous les épisodes de lucidité, donc de regain de vigilance qu'on peut observer, mais uniquement dans le cadre des troubles neurodégénératifs, donc tout ce qui est les démences, dont en particulier Alzheimer, et ils ont reçu beaucoup de fonds de recherche aux États-Unis pour explorer cette question-là. En Europe, il y a cette idée que ça reste deux choses distinctes, et c'est en ça que Michael Nahm propose vraiment une distinction entre ces deux-là, avec la proposition d'un chevauchement malgré tout pour les situations où on peut retrouver des épisodes de lucidité terminale chez des personnes qui souffraient de troubles neurodégénératifs et qui du coup se trouveraient être un épisode de lucidité terminale paradoxale ou paradoxale terminale, on prend dans le sens qu'on veut. Voilà. Donc d'un côté, il y a les épisodes où c'est uniquement dans le cadre de troubles neurodégénératifs et sans forcément une proximité avec le décès, il n'y a pas de temporalité particulière. Et de l'autre, la lucidité terminale, c'est tous les épisodes de regain de vigilance avec une proximité temporelle avec le décès quand même assez courte, et peu importe la pathologie, avec des troubles neurodégénératifs, des cancers, des pathologies du vieillissement assez diverses et variées, parfois des pathologies psychiatriques aussi, même si c'est des cas qui sont plus anciens. Voilà, il y a vraiment une large diversité des pathologies impliquées. Alors moi, du coup, dans mon travail de recherche, ce que j'ai exploré, c'est justement cette question de qu'est-ce que ça fait d'expérimenter une lucidité terminale.
Après, on a été assez vite freiné par le fait qu'on n'a pas eu accès à des témoignages directs, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu l'occasion de rencontrer des personnes qui vivaient cet épisode-là. Déjà parce qu'il y a une question éthique, la recherche en sciences humaines est très encadrée, donc on a déjà dû déposer des dossiers et finalement défendre l'idée d'aller interroger les personnes à ce moment très particulier de la vie et pendant un épisode d'autant plus particulier, c'était pas défendable. Donc voilà, rien que de ce point de vue-là, on savait qu'on aurait des blocages et que ce serait pas faisable. Et de l'autre côté, il y a aussi tout simplement le côté pratique du fait que déjà c'est un épisode qui peut parfois être très court. Donc comment est-ce qu'on pourrait réussir à arriver à être présent dans ces moments-là? Et puis quelle place est-ce qu'on aurait dans ces moments-là alors que c'est plutôt les familles ou au moins les professionnels qui prennent en charge la personne qui seraient quand même les plus à même de pouvoir accompagner ce moment-là pour la personne. Voilà. Donc avec ces postulats-là, on est parti plutôt de la question qu'on allait approcher les répercussions plutôt indirectes de la lucidité terminale, et c'est pour ça qu'on est allé chercher le témoignage des familles et des professionnels. Donc en ça, j'ai assez peu d'informations sur les répercussions sur la personne elle-même qui vit l'épisode de lucidité terminale. J'ai que quelques témoignages du coup de personnes proches ou de professionnels qui disaient qu'il y avait un petit peu deux grandes réactions. Qu'en majorité, les personnes étaient, pendant l'épisode, conscientes du fait qu'elles allaient décéder, donc conscientes de leur pathologie et conscientes qu'il y avait encore des choses à jouer. Donc il y a des personnes qui pouvaient, par exemple, faire leur testament en direct, pendant l'épisode de lucidité terminale. Il y a beaucoup de personnes qui convoquaient aussi leurs amis, leurs proches, qui en profitaient pour livrer des derniers messages. Ça, c'est des choses que j'ai beaucoup retrouvées dans les différents témoignages. Il y a vraiment, dans beaucoup de cas, une conscience que c'est bientôt fini, et du coup, il y a des choses à faire. Il y a des bilans de vie à faire, il y a des histoires à raconter, il y a des nouvelles à prendre, il y a des personnes à voir, il y a des choses à dire, il y a des au revoir à faire. Voilà. Et pour d'autres personnes, ça ne change pas grand-chose. Elles se réveillent, un petit peu comme si elles s'étaient réveillées le matin, elles n'ont pas forcément conscience du fait qu'elles étaient malades avant. Ça va mieux, et du coup, voilà. Il y a par exemple une soignante qui m'avait raconté qu'une patiente, d'un coup, était sortie de sa chambre d'hôpital et était allée aux toilettes sans se poser la question plus que ça, alors qu'auparavant elle était alitée et très faible, et pour la patiente-là, elle n'a pas spécifiquement parlé du fait qu'elle allait mourir ou pas, de sa pathologie ou quoi que ce soit, c'était juste elle reprenait le cours normal de sa vie. Alors ce que j'ai remarqué, c'était de manière globale, il y a un petit peu à nouveau deux réactions du côté des familles, on va dire deux grandes réactions. Alors après, dans un premier temps, souvent il y a un élan de surprise. C'est en lien avec le caractère inattendu du phénomène et puis aussi avec le fait que c'est assez peu connu. Donc tout d'un coup, leurs proches qui étaient en fin de vie, qui avaient une pathologie, pour lesquels ils attendaient un petit peu plus ou moins le décès, tout d'un coup, hop, il y a un regain, il y a un mieux, et là, c'est extrêmement surprenant parce que voilà, ils s'y attendaient pas. Ça vient questionner, mais du coup, qu'est-ce qu'il vient dire ce regain? Est-ce que c'est une amélioration? Est-ce que c'est temporaire? Est-ce que ça va durer? Donc il y a beaucoup de questionnements qui sont soulevés, et beaucoup de questions sans réponse, malheureusement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup de personnes, à quelques exceptions près, là où il y a certaines familles qui ont déjà pu le vivre auparavant, donc qui étaient un petit peu plus au fait, ou aussi qui pouvaient avoir entendu parler du phénomène. Il y a chez certaines familles un espèce de savoir comme ça, familial, où voilà, chez les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, il y a une transmission du fait que parfois il peut y avoir un regain et que c'est normal. Donc dans ces cas-là, du coup, les personnes n'étaient pas surprises, elles en avaient entendu parler, même si certaines pouvaient me dire que malgré ce savoir, ils avaient quand même été surpris de le constater eux-mêmes et de le vivre finalement, de l'expérimenter. Donc il y a cet élan de surprise qui est quand même retrouvé chez beaucoup, et après il y a un petit peu deux chemins qui se dessinent. C'est justement un petit peu de la manière dont ils vont répondre à la question qu'est-ce qui vient dire ce regain d'énergie. Quand il y a des familles qui investissent ce regain d'énergie comme une amélioration pérenne de l'état de santé de leurs proches, du coup souvent ils vont avoir envie de remettre en place des soins, par exemple. Ils vont avoir envie de changer les choses, de sortir la personne de l'unité ou de la ramener à domicile ou de remettre des soins curatifs. Donc de changer un petit peu, de remettre des traitements. Et ça peut venir questionner notamment le personnel soignant qui est souvent assez réticent à remettre en place des choses puisque finalement le diagnostic et le pronostic n'ont pas changé malgré ce regain d'énergie. Du coup il y a aussi beaucoup d'espoir du côté des familles. Pour eux, cette amélioration-là, elle vient dire qu'il y a un mieux, que la personne elle se bat, qu'elle lutte contre la pathologie et que du coup il va y avoir peut-être une rémission, une guérison. Certains parlaient même de miracle, de voir la personne tout d'un coup, leurs proches se réveiller, et à nouveau parler, communiquer, être bien. Donc voilà, il peut y avoir beaucoup d'espoir, mais du coup ces élans d'espoir-là, ils peuvent être assez dangereux pour les familles parce que du coup ça met un petit peu en suspens la menace de la mort
Là où cette menace de la mort, d'une certaine manière, elle a son importance, parce que c'est ce qui va aider les familles à se préparer au fait qu'il y a un décès qui va survenir. Et concernant la lucidité terminale, on sait que malgré ce regain d'énergie-là, le décès, il va survenir. Voilà. Donc quand la menace de la mort, elle est mise en suspens et qu'il y a au contraire un investissement de ses espoirs et d'une rémission, et finalement, quand l'épisode se termine et que le décès survient quelque temps après, c'est un sacré choc pour les familles. Voilà, beaucoup m'ont décrit, c'est un véritable effondrement, on est ébranlé, ça a été un petit peu vécu comme un deuxième décès, finalement, voilà. Une première dégradation, l'épisode, un réinvestissement de la vie et à nouveau, hop, une redégringolade, le décès, vécu comme vraiment un deuxième choc et du coup un enchaînement extrêmement rapide pour eux qui est très déstabilisant. Voilà, un petit peu comme un ascenseur émotionnel où tout d'un coup il y a une préparation, on réinvestit et à nouveau une rechute d'autant plus rapide que du coup la mort s'était éloignée. Il y en a qui m'ont parlé aussi d'une espèce de montagne russe pour décrire un petit peu dans quel état ça avait pu les amener, surtout quand ça peut être des épisodes qui durent quelques heures, quelques jours. Voilà, c'est extrêmement violent pour les familles. Et donc ça, quand c'est plutôt ce terrain-là qui se dessine pour les familles, il y a des répercussions sur le processus de deuil qui vont être amenées à engager. Puisque ce qui se passe avant le décès, ça a un impact sur la manière dont les proches vont pouvoir faire leur processus de deuil derrière. Donc s'il y a eu tous ces espoirs qui ont été investis, toute la préparation à la mort, elle est aussi mise en suspens, en même temps que l'imminence de la mort elle-même. Ce qui fait que derrière, les familles, elles vont avoir moins l'occasion de se préparer, et parfois ça peut même remettre en cause un travail qui avait pu commencer à s'opérer en amont. Et du coup, quand le décès survient, ils en sont d'autant moins près qu'il y a eu cet épisode-là qu'ils ont investi plutôt du côté de la vie, de l'espoir. Et donc, ce qui peut s'observer, c'est que c'est plus compliqué souvent pour les familles qui ont choisi, qui ont pris ce chemin-là, d'engager leur processus de deuil de manière apaisée, et ça peut amener beaucoup de complications avec du coup malheureusement souvent des états qui peuvent parfois mener jusqu'à la pathologie, mais en tout cas des complications qui font que ça peut être des états de deuil prolongés, avec pour certains le besoin d'être accompagnés par des professionnels pour pouvoir mener, on va dire, de manière un peu plus apaisée le processus de deuil. Voilà. Ouais, d'où vraiment l'importance d'éduquer les gens à ce sujet-là pour éviter justement ce genre de répercussions traumatiques. Je pense vraiment ça peut vraiment, cet effet montagne russe, faux espoir, tout ça, ça peut vraiment être traumatisant, je pense, pour de faire un double deuil, quoi, presque. Je pense que ça a un potentiel traumatogène, effectivement. C'est pas très intéressant, traumatogène, ok. C'est-à-dire que ça peut générer des traumatismes chez certaines personnes, pas forcément chez tout le monde, mais que ça a ce potentiel-là. En tout cas, ça a le potentiel, dans tous les cas, ça augmente le risque de complications dans le processus de deuil, parce que les processus de deuil, naturellement, on est amené à en faire, tout un chacun dans notre vie, et c'est des processus qu'on engage assez naturellement. On les rencontre, on perd des êtres proches et on est amené à progressivement, on va dire, digérer ça, élaborer ça au travers de ce qu'on appelle le deuil. Sauf que il y a certains moments où les rouages naturels, ils peuvent s'enrayer. Et c'est ce qu'on va appeler les complications. Et là, il y a pas mal de facteurs qui peuvent amener à des complications dans le processus de deuil. Et la lucidité terminale, finalement, en tout cas quand elle est vécue comme un espoir, serait potentiellement un de ces facteurs. Et ça rejoint l'idée que finalement la mort est vécue comme brutale, dans le sens où il n'y a pas toute cette préparation qui fait que le processus peut se mettre en place de manière plus fluide, plus apaisée derrière. Il y a comme effectivement une cassure dans tout le parcours des familles. Parfois ça peut aussi bien se passer, en tout cas mieux se passer, dans le sens où il y a aussi la possibilité pour les familles, il y en avait certains qui utilisaient le terme un petit peu de méfiance vis-à-vis du phénomène, ou en tout cas de méfiance vis-à-vis d'une amélioration. Où du coup là les proches, les familles se disaient plutôt ok, il y a une amélioration, mais on va peut-être pas prendre ça comme un acquis, et on va voir un petit peu ce que ça donne, mais ça reste l'occasion de profiter du fait que la personne elle va mieux. En connaissance de cause de la lucidité terminale ou non, du coup ? Pas forcément. Okay. Pas forcément. C'était des personnes qui simplement dans l'accompagnement de leurs proches disaient d'accord, là il y a une amélioration, qui gardaient à l'esprit souvent le fait que le diagnostic n'était pas changé. Donc finalement, là, ils pouvaient un petit peu avoir ce pas de recul du fait que la mort restait quand même une issue assez fortement probable, et donc que la lucidité terminale ne venait pas la remettre en cause. Pour certains, il pouvait quand même y avoir quelques espoirs, mais finalement, après un certain temps,
c'était plutôt l'idée que voilà, ça remettait pas l'issue, le pronostic qui restait malheureusement du coup engagé et assez mauvais en cause. Et donc du coup dans ce cadre-là, c'était l'occasion pour les familles de pouvoir investir ces moments-là, donc d'en profiter, parce qu'ils disaient finalement ça change pas l'issue finale, mais par contre ça fait que la personne, on peut à nouveau discuter avec elle, on peut peut-être même à nouveau sortir avec elle, on peut faire des choses, échanger, et ça c'est précieux. Donc du coup, c'est des moments que les familles pouvaient investir pour échanger, pour du coup recevoir des testaments, des dernières volontés, pour certaines personnes, avoir un coup de téléphone d'une de leurs amies ou d'une de leurs proches qui voulait leur parler sur son lit de mort. Voilà. Donc c'était des moments assez privilégiés. Il y a pas mal de personnes qui me disaient que pour elles, ça avait été une chance ou comme un cadeau de pouvoir vivre ça avec un proche. Et donc ça ouvrait quand même à des beaux moments de partage, à des moments où ils pouvaient retrouver leurs proches, et puis retrouver leurs proches comme avant la maladie, où du coup là, la personne était vraiment beaucoup mieux, et ils ne la trouvaient pas parfois détériorée, parfois avec du mal à s'exprimer ou du mal à manger, mais vraiment presque avec un élan de vie retrouvé qui était pour eux très agréable et qui leur permettait aussi de forger des souvenirs très réconfortants, aussi très précieux pour eux par la suite. Voilà. Et ce qui fait que ces derniers moments partagés, c'est des choses qui s'inscrivaient dans tout le processus de préparation à la perte, puisque finalement c'était gardé, en tout cas dans un coin, que la mort restait une issue. Mais ça permettait malgré tout d'investir des moments tout en sachant que la perte restait présente, qu'il y avait toujours ce travail de renoncement à continuer, à maintenir. Et donc un petit peu cette oscillation entre on est présent, même si on sait que ça va durer qu'un temps et qu'il y a la perte qui va venir, mais on investit ces moments, on prend tout ce qui est à prendre, on profite une dernière fois, on se dit au revoir, on vit jusqu'au bout avec la personne. Et du coup, ça, c'était des choses qui pouvaient être très précieuses sur le déroulement du processus de deuil dans l'après-coup. Avec là, cette fois-ci, alors ça n'empêche pas la douleur de la perte, bien évidemment, mais ça pouvait apaiser un petit peu plus le processus de deuil qui s'ensuivait, avec parfois une tristesse moins marquée pour les personnes, ou au moins des souvenirs qui pouvaient venir les réconforter dans les moments plus douloureux. Voilà. Donc avec du coup des personnes qui me disaient que ça avait été des moments très précieux dont elles aimaient se rappeler, que c'était des moments-là dont elles se rappelaient quand elles pensaient à leurs proches en fin de vie plutôt que les moments plus compliqués. Ou même une personne qui me disait « mais c'est incroyable, je suis en deuil mais je n'ai pas eu besoin de pleurer » par exemple. J'en ai pas ressenti le besoin, donc elle se questionnait est-ce que c'est normal, pas normal. En tout cas, elle n'en avait pas ressenti le besoin et c'était apaisé pour elle. Ou aussi un autre qui me racontait qu'il avait eu l'occasion d'échanger une dernière fois avec son père et du coup d'être très apaisé parce que son père était beaucoup en colère sur sa fin de vie et que là il l'avait trouvé beaucoup plus apaisé et qu'il avait du coup pu se reconnecter avec une image plus apaisée de son père qu'il avait d'ailleurs jamais connu aussi apaisé et que ça lui avait fait beaucoup de bien parce que ça lui avait permis même de renouer des liens avec son père et de garder des souvenirs beaucoup plus agréables que les dernières années qu'ils avaient partagées. Et est-ce que à travers ton travail de recherche, tu as relevé plus de cas de personnes qui souffrent de par la lucidité terminale, de personnes qui sont soulagées en moyenne, on va dire? Ce qui est intéressant, c'est que finalement, il y a un petit peu ces deux grands pôles qui se dessinent, mais comme pour beaucoup de choses, c'est un peu une question d'équilibre et la plupart des gens se plaçaient un petit peu sur un continuum entre ces deux pôles. J'ai eu finalement assez peu de personnes qui étaient vraiment dans un extrême ou dans l'autre. C'était plutôt une répartition assez homogène sur finalement une influence plutôt positive, mais entre neutre et positive de la lucidité terminale, où il y avait eu des moments moins agréables, par exemple, avec ce phénomène-là, par exemple, les dégradations après l'épisode étaient, pour la plupart des personnes qui avaient eu à y faire face, compliquées à vivre, peu importe la nature de l'épisode et la manière dont ils l'avaient investi. Donc il y avait des éléments moins agréables, le fait de ne pas pouvoir en parler non plus, ou de ne pas comprendre ce qui se passait, ça c'était vécu comme désagréable, mais il y avait aussi des éléments plus précieux pour eux, dont ils ont pu saisir là, ceux dont j'ai parlé, ce qui fait que ça donnait un petit peu une influence qui n'était pas non plus extrêmement positive, tout est beau, tout est rose, c'était assez nuancé, tout comme il n'y avait pas non plus énormément de cas où c'était absolument catastrophique et il n'y avait rien à en prendre, rien à en retenir. Alors du coup ça fait partie de la définition de la lucidité terminale dans le sens où le décès ne survient pas à la fin de l'épisode. Il y a vraiment un laps de temps entre la fin de l'épisode et le décès qui n'est pas immédiat derrière. Donc généralement ça peut être assez rapide, il y a des cas où ça a été quelques heures après la fin de l'épisode où il y a eu le décès, mais il y a des personnes, elles peuvent être à nouveau dans un état dégradé pendant plusieurs jours.
plus rarement plusieurs semaines. C'est vraiment quelques heures à quelques jours pour la majorité des cas. Mais effectivement, il y a toujours redégradation. C'est systématique, il n'y a pas des cas où la lycée terminale, ça se finit sur cette note, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça? Alors en tout cas, moi j'en ai pas rencontré et j'ai pas notion qu'il y ait des cas où ça se soit fait directement après la fin de l'épisode, que le décès soit survenu. Il y a au moins généralement quelques heures, même si parfois l'épisode peut durer quelques minutes, c'est assez court, mais le décès est rarement immédiatement après, où il y a quand même un laps de temps. Et ben merci de me préciser, parce que moi je pensais vraiment, enfin dans ma tête c'était vraiment, Lucie terminale c'est les derniers instants de vie en fait. Mais non, du coup en fait pas du tout. C'est dans les derniers temps de vie, mais effectivement il y a quand même un laps de temps avec le décès. Donc ouais, il y a un état dégradé, ce regain, on revient à l'état dégradé et le décès qui survient après un certain laps de temps. Ah bah ça complique encore plus la tâche pour déterminer la différence entre lucidité terminale et paradoxale, ou le continuum qu'il y a entre les deux, je trouve. Là où du coup, effectivement, il y a dans tous les cas un chevauchement dans les lucidités paradoxales, parce qu'il y a des lucidités paradoxales qui sont terminales. Mais il y a des fois où, dans le cadre de la lucidité paradoxale, il y a des cas où les personnes, elles souffrent d'une démence, et elles vont vraiment avoir un épisode de lucidité, mais elles vont décéder des années après. Donc là, il n'y a pas de... Je dirais que ce qui est intéressant dans les deux parcours que j'ai retrouvés, même si du coup dans les faits c'est beaucoup plus nuancé, il y a tout ce continuum finalement d'influence de la lucidité terminale. Ce qui est assez décisif, c'est justement la manière dont les familles elles vont investir ça. Alors après, c'est pas aussi tranché que il y a des espoirs et du coup il y a un risque de complication, puisqu'en fait va y avoir tout un temps pendant l'épisode de lucidité terminale où va aussi pouvoir y avoir un cheminement des familles. C'est en ça que c'est un petit peu plus compliqué que simplement ces deux pôles, puisqu'il y a des familles qui ont pu avoir un regain d'espoir dans un premier temps, et ça a été posé avec eux, notamment avec les professionnels, finalement que ces espoirs-là, il fallait peut-être pas les alimenter et qu'il y avait quand même un fort risque que la personne décède malgré tout. Donc en fait, c'est pas parce que par exemple il y a une émergence d'espoir et qu'il y a une lecture de la lucidité terminale de cette manière-là que forcément ça va mener à des difficultés. Parce que c'est possible d'intervenir en fait au cours de l'épisode de lucidité terminale pour aider les familles à plutôt investir ça dans la mesure de leur capacité comme un temps de fin de vie, comme une étape dans la fin de vie, dans le processus du mourir finalement. Donc c'est possible d'intervenir et plutôt de les aider à investir ce moment-là de cette manière-là, comme des derniers moments, comme des moments de partage, d'échange, et d'en profiter, parce que même si on n'est jamais certain du fait que c'est un épisode de lucidité terminale qui va être suivi par le décès, souvent c'est des personnes dont le pronostic reste engagé, avec peu de chances de rémission, de guérison, si ce n'est parfois même vraiment aucune. Et donc du coup, il y a cette importance de rappeler que la mort elle reste présente et que c'est important de s'y préparer, et que la lucidité terminale offre au moins un temps pour profiter une dernière fois, et que les familles elles peuvent s'en saisir si c'est possible pour elles, et donc de pouvoir parler avec eux le fait que il y a ce risque-là du décès, qui n'est pas certain mais qui est un risque, que c'est quelque chose qui est observé, qui est remarqué, et donc du coup plutôt de les accompagner vers cet investissement-là de la lucidité terminale comme des moments d'échange plutôt que comme un signe de rémission. Et du coup oui, c'est aussi un phénomène qui forcément impacte toutes les personnes qui sont au chevet du patient, donc ses proches mais aussi les professionnels qui du coup prennent en charge les personnes, parce que maintenant la majorité des personnes sont hospitalisées quand elles sont en fin de vie. Même si j'ai aussi eu quelques témoignages de personnes qui avaient eu des patients à domicile, donc en hospitalisation à domicile. Et forcément, c'est aussi un vécu particulier de leur côté, parce que comme pour les familles, c'est pas forcément un phénomène auquel ils sont confrontés souvent, pour beaucoup, et auquel ils ont une réponse ou même un mot sur lequel, à placer sur ce phénomène-là. Donc eux aussi, souvent, il y a beaucoup de surprises, sauf pour les professionnels qui ont déjà pu rencontrer ça ou qui en ont entendu parler par des collègues, avec un espèce de savoir qui s'est construit progressivement, par exemple, dans des équipes. Mais la plupart du temps, il y a quand même une grande surprise de tout d'un coup, le patient va mieux, qu'est-ce qui se passe ? Et là aussi, il y a tous ces questionnements, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce que ça vient dire ? Là aussi, est-ce qu'on change les traitements ? Est-ce qu'on réagit ? Est-ce qu'on prévient la famille ? Qu'est-ce qu'on leur dit ? Du coup,
les professionnels comme les familles se retrouvent dans la même position d'impuissance, de ne pas savoir quoi faire, de ne pas savoir comment réagir, sauf que pour les professionnels, c'est beaucoup plus embêtant, parce qu'eux, ils ont l'habitude de savoir quoi faire, de savoir comment réagir, de prendre en charge finalement. Et là, c'est plus possible. Et c'est là où il y a à nouveau un petit peu deux manières de vivre la chose, qui parfois peuvent un petit peu s'entremêler, mais du coup, il y a des professionnels pour qui ça va être assez difficile du coup de faire face à un phénomène sur lequel ils n'ont pas de mots, pas de réponse, pas d'explication scientifique ou même autre. Et c'est assez perturbant, et pour certains, ça peut même aussi être source de difficultés, parce que c'est un phénomène qui vient questionner certaines prises en charge, dans le sens où à l'hôpital, il y a de plus en plus une technicisation des soins qui fait que on va se tourner vers simplement faire les soins, faire la prise en charge, parce que il y a de moins en moins de moyens et de plus en plus de pression, d'efficience, d'efficacité et de plus en plus de personnes aussi. Et donc parfois, ça peut amener à ce que, et de manière très involontaire pour les soignants, parce que c'est en opposition avec la vocation de soignant, ça peut aller vers un glissement finalement d'une prise en soin des corps, et en fait presque même du coup d'une réduction du patient à un corps dont on prend en soin, dont on prend en charge, mais sans plus finalement. Et d'autant plus dans le cas de personnes qui ne sont plus communicantes. C'est compliqué de maintenir une relation avec quelqu'un qui ne peut pas répondre, quelqu'un qui ne peut pas même faire de gestes. Voilà. Donc dans certaines situations, il peut y avoir des glissements. Et finalement, la lucidité terminale, elle peut être dérangeante dans le sens où elle rappelle que non, ces corps-là, ils sont toujours conscients, ils sont toujours là, et ils peuvent se réveiller. Ils peuvent se réveiller, et parfois ils peuvent même avoir conscience de ce qui s'était passé avant. Et il y a une situation où, par exemple, ça m'a été rapporté par une de ses collègues, mais une aide-soignante a été en difficulté face à ça, parce que tout d'un coup, elle s'était questionnée, elle s'est dit, mais zut, en fait, cette patiente-là, elle s'est réveillée, mais moi, quand je faisais sa toilette, je discutais avec ma collègue de mon week-end. On ne parlait pas à la patiente. Et donc, du coup, ça l'a beaucoup questionnée, parce qu'elle se disait, mais en fait, je l'ai oubliée, cette patiente. Et ça l'a beaucoup ennuyée, elle était très embêtée, et du coup, elle s'est beaucoup remise en question dans sa pratique et dans sa manière de faire, au travers de la lucidité terminale de cette patiente. Alors ce qui du coup pour certains sera une bonne chose, parce que ça permettra un petit peu de repenser toutes les pratiques et justement de mettre en lumière ces bascules, ces glissements vers le patient comme un corps, et de rappeler que non, les patients sont des personnes, sont des êtres vivants avec une conscience, une identité à part entière, et qu'il faut continuer de les considérer dans toutes ces dimensions-là. Donc au moins ça ramène cette réflexion-là à l'hôpital, où parfois on a vite fait de basculer dans le faire et dans la technique plus que dans penser et vraiment prendre en charge dans la globalité. Donc au moins ça pousse à ces réflexions-là, mais c'est vrai que ça peut être des difficultés pour les soignants qui tout d'un coup se retrouvent face à ça, alors que oui, eux ils font aussi un petit peu avec les moyens du bord d'une certaine manière. Et ça peut aussi amener à d'autres pistes de réflexion, dans le sens où il y a des soignants qui ont appris à faire avec. Donc progressivement, à force de rencontrer cette situation, les premières fois ça surprend, et puis progressivement ils se rendent compte que c'est des choses qu'ils observent, notamment dans les services de soins palliatifs, et il y a un espèce de savoir informel qui va se construire. Donc ils vont dire c'est le mieux de la fin, et assez naturellement ils vont associer avec l'idée que souvent c'est un indicateur de la fin de vie, parmi d'autres indicateurs qu'ils ont appris là du coup le plus souvent à repérer dans les études. La lucidité terminale n'est pas parlée dans les parcours universitaires, mais progressivement, ils l'ont intégré comme aussi un indicateur de la fin de vie, un petit peu comme un signal d'alarme. Ce qui fait que ça s'est inscrit pour certains déjà dans leur pratique. Voilà, il y a une infirmière qui me disait, je sais que quand mon patient a un regain, c'est comme quand ils vont moins bien soudainement, c'est pas bon signe, et du coup on est plus vigilant. Ça nous permet d'être plus fréquemment dans leur chambre, de passer voir comment est-ce qu'ils vont, et du coup de mieux les accompagner. Donc en ça a été vécu de manière plutôt positive par les soignants, une fois que ça a été possible de se l'approprier, parce qu'au moins ça les aidait à pouvoir un petit peu plus être justement des professionnels du soin, qui sont là pour les patients, qui les accompagnent jusqu'au bout, surtout en soins palliatifs, du coup de pouvoir être présents pour le moment de la mort, si les familles ne pouvaient pas être présentes, et donc finalement une aide à la pratique et à une meilleure pratique, voilà, pour certains. Oui, ça vient rappeler que les patients sont humains, et puis ça vient rappeler aussi qu'il y a des choses qui peuvent être faites jusqu'au bout. Il y avait une professionnelle, une médecin qui avait travaillé, qui avait en réanimation, qui me racontait son expérience de lucidité terminale, où finalement en fait le patient était dans le coma, surveillé, scopé, les services de réanimation, et il s'était réveillé. Et là il n'y avait pas sa famille, et donc en fait toute l'équipe soignante c'était dans un mouvement, était allée un petit peu s'enquérir de son état. Il leur a dit écoutez, je veux sortir. Donc du coup ils avaient dit ok, c'est parti.
Il l'avait mis sur un fauteuil roulant, ils avaient pris une potence, accroché tout ce qu'il fallait, et il l'avait emmené sur le parking de l'hôpital parce qu'il voulait être dehors. Et elle racontait que alors que c'était dans un service de réanimation, il y avait beaucoup à faire. Souvent les patients pas très habitués à ce qu'ils aient des demandes comme ça de leur part. Voilà. Là, il s'était saisi de cet élan-là, saisi de ce mouvement-là. Il l'avait accompagné dehors, ils étaient restés avec lui, même jusqu'à ce que la nuit tombe. Puis il l'avait raccompagné à son lit et il était décédé dans la nuit. Et elle avait été très touchée de cet épisode-là, de ce mouvement-là que le patient avait insufflé en disant « mais c'est génial, on a réussi à répondre à ses dernières volontés ». Donc là, pour les professionnels, c'est aussi l'occasion, au-delà de les aider dans leur pratique, c'est vraiment pour eux une opportunité de répondre aux patients, à ses besoins, et du coup vraiment d'apporter une meilleure prise en charge. Pour eux, ça fait partie du coup des soins et de pouvoir apporter des meilleurs soins, parce que ils vont pouvoir... un patient qui leur demande de manger un steak, ils vont pouvoir lui faire un steak. Parce que il s'est réveillé, il a pu exprimer son besoin, et du coup ils peuvent y répondre. Donc pour eux, c'est vraiment un super moment dont eux aussi peuvent se saisir. Alors ça questionne aussi, quand il y a la famille, est-ce qu'ils doivent prendre cette place ? Quand il n'y a pas la famille, du coup là il y a plus le champ libre. Est-ce que d'ailleurs aussi il faut appeler la famille quand ça se produit pour qu'eux puissent aussi venir se saisir de ce moment-là et en profiter ? Voilà. Et qu'en est-il à ce sujet-là d'ailleurs ? Alors ça, il y a beaucoup de professionnels qui me disaient, qui pensaient que c'était important de pouvoir prévenir la famille pour qu'ils essaient de se rendre disponibles et de se saisir de ces moments-là. Là où c'était important pour eux de transmettre de manière plus générale à la famille que cet état d'amélioration, il était souvent transitoire. Ce qui m'a beaucoup été rapporté, c'était de pouvoir poser un petit peu des mots, de dire c'est quelque chose qu'on observe, c'est un regain d'énergie. Souvent pour nous, c'est indicateur d'une fin de vie. Voilà, avec une forme de prudence vis-à-vis des termes employés, parce que finalement, une fois encore, il n'y a pas de certitude. On ne peut pas savoir si c'est vraiment un épisode de lucidité terminale et si vraiment le décès va être imminent. Mais quand même de prévenir, parce qu'il y a ce risque-là, et que là, il vaut mieux prévenir et que les personnes se déplacent, soient présentes, se saisissent dans tous les cas de cette amélioration qui est là, qui est présente. Et si c'est suivi du décès, ils auront pu partager ces moments-là. Si finalement le décès met plus de temps ou qu'il y a un autre épisode d'amélioration, ils auront gagné ce temps-là. Voilà. Donc il y a quand même une prudence dans le discours des soignants, simplement pour aussi se protéger et puis protéger les familles, mais en tout cas de tempérer les espoirs pour au contraire les encourager à venez, soyez présents, discutez avec votre proche, communiquez, vous avez peut-être encore des choses à vous dire. Voilà, donc plutôt d'encourager cette communication-là et sur un petit peu pouvoir lâcher ses bagages et transmettre ce qu'il y a à transmettre avant que ce soit plus possible. Et eux me disaient, pour nous, ça paraît important d'avoir ce discours-là, de pouvoir justement aider les familles, les accompagner plutôt sur ce chemin-là et du coup les encourager à être présents, si c'est possible. Là où du coup, quand c'était pas forcément possible, eux pouvaient au moins se saisir un petit peu, de répondre aux besoins de la personne, de l'accompagner, d'être présent, parce que c'est un épisode qui se vit pas seul. Il peut strictement tout arriver, et donc en fait, l'idée c'est plutôt d'être prêt à accueillir cet inconnu, sans forcément avoir à mettre d'explications dessus, mais simplement être prêt à l'accueillir et à faire avec comme ils peuvent. Le problème étant parfois que pour certains, justement, ils ne savent pas forcément trop comment faire avec, et que c'est là que la question de la transmission d'un minimum d'informations peut s'avérer utile, parce que certains soignants ont réussi à construire ça progressivement par leur expérience, au travers de l'expérience de l'équipe qui s'est un petit peu partagée, et puis de manière informelle, souvent c'est pas parler en réunion, c'est parler dans des temps d'échange, un petit peu devant la machine à café, pendant le temps de repas, c'est vraiment des savoirs qui sont partagés et qui ne sont pas au niveau institutionnel. Ça a encore du mal à franchir cette étape-là. Mais pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir en discuter, de pouvoir commencer à construire quelque chose de leur côté, ils arrivent à déployer quelques petites techniques, ou en tout cas, ils savent un petit peu, ils ont, quand il y a ce regain, il vaut mieux contacter les familles, on va essayer de poser avec eux que ça ne remet pas en cause le pronostic, on va leur dire qu'on ne peut pas leur dire ce que c'est, qu'on n'a pas d'explication, qu'on n'a pas de durée particulière, qu'on est sûr de rien, mais que nous on l'observe, ils partagent leur savoir expérientiel, et ils savent que c'est un petit peu cette ligne de conduite-là qu'il vaut mieux avoir quand ça se produise. Mais il y en a d'autres, ils sont complètement démunis, ils disent zut, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment répondre à ça. Et c'est là où ça rejoint les répercussions sur les familles, parce que des fois, quand c'est pas possible pour les professionnels de faire avec ça, d'aider les familles, de les aiguiller un petit peu, du coup les familles elles restent perdues, et c'est là où du coup elles peuvent parfois avoir du mal à cheminer, ne pas se saisir de ces moments-là,
ou même les voir comme des espoirs, et c'est là où ça peut être compliqué après pour elles dans le vécu. Et c'est aussi compliqué pour les professionnels qui voient que ils savent pas quoi faire, c'est déjà une position très désagréable. Eux, ils voient que les familles sont en difficulté aussi, ils savent pas comment y répondre. Parfois, les familles ont des questionnements assez insistants sur est-ce que ça veut dire qu'il va mieux, qu'il va sortir. Les professionnels ne savent pas quoi répondre, et tout le monde est un petit peu en difficulté, tout le monde est un petit peu coincé par cette situation, et on ne sait pas comment en sortir. Voilà. Et ça peut être assez compliqué, sans que du coup il y ait un minimum d'informations et de connaissances sur qu'est-ce que c'est que ce truc qui se passe là, qu'est-ce que c'est que ce regain, qu'est-ce que ça vient dire, et puis surtout comment est-ce qu'on le parle et comment est-ce qu'on l'amène pour que ce soit vécu le moins difficilement possible finalement. Alors je dirais que faciliter l'expérience pour le patient, ça j'en ai pas beaucoup, je l'ai pas beaucoup abordé, donc j'aurais pas forcément beaucoup de pistes. Par contre, pour les familles et les professionnels, je dirais que le premier point d'importance, c'est l'information. C'est simplement être un petit peu averti du fait que ce phénomène-là, il existe, peu importe sa dénomination, qu'il y a des regains d'énergie en fin de vie. Dans la littérature internationale, c'est dénommé lucidité terminale, et donc il y a des travaux qui se font, que c'est étudié, que ça a une réalité clinique, et que du coup, il y a ces recherches qui sont menées, qu'ils ne sont pas fous. Voilà, que ça a bien cette existence-là, et que oui, ça a aussi des répercussions, et que c'est un vécu qui est à prendre en compte, qui peut être parfois pour certains important de parler, ou pour d'autres à garder pour eux, simplement le vivre et en profiter. Mais voilà, déjà au moins diffuser cette information sur la lucidité terminale, sur ce phénomène-là. Et puis je dirais pour les professionnels de pouvoir transmettre un petit peu ce que moi, qui m'a été transmis par certains, de leur savoir un petit peu construit, de ce qu'eux avaient observé en essayant finalement et en remarquant que c'était ça qui fonctionnait pour eux. De pouvoir s'adresser aux familles, de leur conseiller de venir, d'être présent, de se saisir de ces moments-là. Que c'était sûrement les derniers instants. Pour les professionnels, certains me disaient d'être plus vigilants, du coup d'être plus fréquemment au chevet du patient, d'être plus attentif peut-être encore plus à ses besoins, ou au fait que il va peut-être bientôt décéder, et que certains professionnels dans le milieu de la fin de vie veulent être présents quand leur patient décède, pour que les patients ne décèdent pas seuls, par exemple. Donc ça peut être une aide à la pratique soignante. Donc ça peut être un petit peu plus attentif à ce phénomène, ou quand il se produit, du coup, d'être plus attentif au fait que la personne va peut-être décéder. Puis pour les familles, si c'est pas forcément transmis par le personnel soignant, de garder en tête que c'est un phénomène qui, le plus souvent, est plutôt un indicateur de la fin de vie, que c'est une étape naturelle, alors atypique, mais que ça reste une étape de la fin de vie, et que elle est plutôt à entendre comme telle, et donc du coup à inscrire dans la préparation à la perte plutôt que comme une guérison, même si ça peut être assez tentant. Et complètement contre-intuitif, surtout parce que on n'a même pas utilisé ce terme depuis le début de notre échange, depuis qu'on s'est vu. C'est hyper contre-intuitif finalement, la lucidité terminale, quand on y pense. C'est vrai que tout d'un coup on se dit il y a un regain, il y a une rémission, alors que non, ça vient signifier, en tout cas c'est plutôt indicateur de la fin de vie. Oui, c'est très paradoxal, mais en même temps il y a une forme de logique, puisque finalement dans cette espèce de pulsion de vie, comme on pourrait l'appeler, il y a aussi une préparation à la mort, parce que c'est dans cet élan de vie qu'ils vont peut-être pouvoir dire des choses, préparer des choses, faire un bilan, et qui du coup va peut-être plus facilement les aider aussi à lâcher et à partir. Ouais, c'est fou, hein. Franchement, j'aimerais bien aussi, c'est un peu à part, mais alors je crois qu'on appelle ça le syndrome de glissement, si je dis pas de bêtises, ça doit te dire quelque chose, j'imagine. Je sais plus exactement ce que c'est, mais c'est le fait de mourir consciemment. Et j'aimerais bien aussi étudier un peu le fait de pouvoir, entre gros guillemets, psychologiquement déclencher sa mort, accepter, lâcher prise. Je trouve que c'est fou quand même que les humains aient presque une certaine maîtrise, entre guillemets, sur le fait de lâcher prise sur la vie pour aller vers la mort. Que ce soit pas quelque chose qui soit purement physiologique, qui ait aussi un impact mental, et un impact que la personne concernée puisse presque décider, entre guillemets, avec des impacts, des facteurs extérieurs évidemment aussi. Je trouve ça fou, quoi, qu'on puisse décider, entre guillemets, d'éteindre les lumières. Ça a été le constat de pas mal de personnes que j'ai rencontrées. Beaucoup de professionnels me disaient, mais en fait ça vient nous rappeler, au-delà de l'humanité du patient, ça vient nous rappeler qu'en fait c'est lui qui décide. Ça vient nous rappeler que malgré toutes les études de médecine, malgré le fait que ce soit les professionnels, les soins, la prise en charge, les médicaments, les traitements, c'est le patient qui décide.
Alors forcément, il y a une implication biologique, il y a la pathologie, mais beaucoup me disaient c'est impressionnant le nombre de récits qu'on entend où la personne attendait que telle ou telle personne soit présente avant de décéder. Donc voilà, il faisait souvent des ponts avec le phénomène de lucidité terminale où c'était un phénomène qui pouvait souvent se déclencher quand certaines personnes ou quand les proches étaient présentes. Voilà, que c'était quelque chose qui se manifestait en réaction, en réponse à une présence, parce que c'est un phénomène qui se vit dans la relation avec l'autre. Parce que c'est un échange, un dernier échange avec les proches ou avec les professionnels. Et puis dans tous les cas, il faut aussi quelqu'un qui vient témoigner, qui vient échanger pendant cet épisode-là. Et oui, ça vient rappeler que oui, la personne, elle a encore son mot à dire, elle a encore des choses à vivre et qu'elle vient le rappeler de manière assez vive dans cet épisode de lucidité terminale. Et ouais, il peut encore se passer pas mal de choses. Et ça, malgré une pathologie, malgré une biologie qui part complètement en vrille. Et à l'inverse, parfois, les personnes peuvent se sentir prêtes et elles ne partent pas forcément tout de suite. Il y a une personne qui m'avait raconté le décès de sa femme et en fait il me disait qu'elle avait eu un épisode de lucidité terminale, qu'elle en avait profité pour appeler des amis, pour demander une tenue particulière, pour qu'on lui fasse un shampoing, voilà. Donc elle s'était vraiment préparée et il m'avait raconté qu'elle elle s'était bien apprêtée, qu'elle était toute belle en robe, voilà, et elle s'était allongée dans son lit et puis elle avait tout fait, puis elle s'était allongée, elle me dit je suis prête. Donc elle s'attendait à mourir, et puis elle est restée comme ça un temps, puis finalement elle était pourquoi ça vient pas ? Et elle commençait à s'énerver qu'en fait elle ne mourrait pas, alors qu'elle s'était dit j'ai tout terminé, c'est bon, je suis prête, et en fait ça ne venait pas. Alors c'est venu assez rapidement après, le lendemain finalement, mais voilà, donc finalement on a prise dessus, mais ça reste effectivement plus de l'ordre de quelque chose du lâcher prise que d'un contrôle, d'une maîtrise. C'est ça, mais ça c'est génial. C'est vraiment un lâcher-prise plus qu'un contrôle sur son sort de vie ou de mort, finalement. Oui. C'est une expérience qui se vit forcément dans la relation à l'autre, dans le sens où il y a ce temps d'échange, ce temps de partage. Souvent, les personnes en profitent pour faire un petit peu ce bilan-là. Donc oui, je pense qu'il y a une composante assez fondamentalement relationnelle. Certains amènent l'idée que d'ailleurs c'est un facteur déclenchant, peut-être parmi d'autres, mais ça pourrait être le principal de la lucidité terminale, du fait que oui, c'est en réponse à certaines présences, certaines relations. Et ça vient faire aussi écho, par exemple, à aux théories du travail du processus de deuil, dans le sens où le processus de deuil, il se fait, c'est une transformation finalement de la relation au défunt, puisque finalement la relation à la personne perdue ne peut plus se faire comme auparavant, puisque la personne est décédée, donc on n'est plus en interaction de la même manière, et c'est toute une transformation du lien à l'autre. Et finalement, il y a malgré tout une transformation qui peut se faire en amont, notamment dans l'accompagnement en fin de vie. Et on sent que la lucidité terminale, elle vient aussi faire écho à ça. Elle s'inscrit dans ce relationnel où, en fin de vie, dans l'accompagnement, il y a tout ce travail dont je parlais tout à l'heure. Il y a un investissement de la personne, une relation qui est maintenue, mais en même temps, il y a déjà des renoncements à faire vis-à-vis de ce qui va pouvoir être fait avec cette personne-là. Et la lucidité terminale, elle vient un petit peu exacerber ça, dans le sens où elle donne d'autant plus une fenêtre d'instant dont les personnes peuvent se saisir pour profiter, avec l'autre, avec leur proche qui va bientôt partir, et en même temps à inscrire dans le fait que ça reste malgré tout inscrit dans la fin de vie, et dans le fait que ces instants-là, ils sont pleins de vie, mais c'est aussi pour préparer la suite. Voilà. Et c'est quelque chose qui se fait de manière fondamentalement relationnelle, puisqu'on se prépare à la perte de l'autre avec l'autre. C'est quelque chose qu'on ne va pas traverser de la même manière, puisque, alors forcément, il y a ceux qui restent et puis ceux qui partent, mais ceux qui partent ont aussi un travail à affronter avant leur décès. C'est notamment Michel de Musan qui parlait du travail de trépas, pour lesquels qu'ont à affronter finalement les personnes qui vont décéder, de tout ce travail eux-mêmes de renoncement concernant leur propre personne. Et il insistait sur l'idée que c'est un travail qui se fait en relation. Pour lui, ce travail de trépas, il doit se faire avec une personne au moins, avec une personne, une relation clé avec la personne qui va décéder, parce qu'il va y avoir du coup cet appui qui peut se faire sur l'autre pour malgré tout garder un pied dans la vie. Que ça va être, ce travail-là va être comme le travail de pré-deuil et comme le processus de deuil, une oscillation entre
j'investis quelque chose de la vie, je vais laisser des traces, je vais laisser des souvenirs, je vais laisser peut-être même une partie de moi dans l'autre, et en même temps, je vais partir, je vais décéder, je vais devoir renoncer à certains projets, à certaines choses, et même globalement à la vie. Voilà. Et il y a toujours cette oscillation, et qui se fait dans la relation, à chaque fois, je m'approche de l'autre, et en même temps, je me prépare à m'en éloigner. Et même après, dans le processus de deuil, c'est je m'éloigne de l'autre d'une certaine manière, mais je m'en rapproche d'une autre manière au travers des souvenirs, parfois au travers de communication avec les défunts, de visions de défunts, et aussi au travers de photos, de rituels, de manières de comportements qu'on va garder issus, qu'on retrouvait chez nos proches. Voilà. Il y a une manière de rester en relation, mais simplement différemment avec l'autre. Alors j'en ai déjà mentionné certains. Je sais qu'un autre qui m'a marqué, ça a été parmi les premiers témoignages que j'ai recueillis. Ce qui est intéressant, c'est que c'est l'histoire d'un couple qui a vécu du coup une perte, la perte de la même personne. Je les ai appelés Cédric et Anouk. Et en fait, donc, c'était la mère de Cédric et donc la belle-mère d'Anouk, mais avec qui elle avait un lien vraiment particulier parce que c'était une personne qu'elle connaissait depuis qu'elle était toute petite et dont elle se sentait très proche. Donc elle décrivait sa belle-mère comme étant même presque sa mère finalement. Donc un lien très proche tous les deux avec la personne qui est décédée, mais finalement pas du tout le même vécu de l'expérience de lucidité terminale que cette dame a eue. Donc elle souffrait d'un cancer et elle était dans le coma depuis quelques semaines et elle s'est réveillée du coma. Donc déjà très grande surprise, notamment pour Cédric, un petit peu moins pour Anouk. Et c'est là où leurs chemins divergent complètement puisque Cédric lui a vu vraiment une rémission, beaucoup d'espoir, ce que lui dénommera après par la suite des faux espoirs malheureusement, et avec vraiment l'idée que sa mère allait aller mieux, qu'elle allait pouvoir voir grandir son petit-fils puisqu'ils avaient un enfant de quelques années à peine ensemble. Donc voilà, il était très content, il se projetait vraiment dans l'avenir et finalement dans les échanges avec sa maman quand elle était réveillée, elle alimentait ça. Elle lui disait mais oui, j'ai envie de me battre, j'ai envie de voir mon petit-fils grandir, donc voilà, t'en fais pas, ça va aller. Et c'était aux alentours de la période des fêtes et donc même à l'encourager à rentrer chez lui pour profiter des fêtes en lui disant que ça allait aller pour elle. Et de son côté, Anouk, elle me parlait d'une plus grande méfiance vis-à-vis d'une rémission, elle s'était questionnée sur une amélioration, puis finalement, elle se rappelait avoir entendu parler d'un mieux de la fin, comme ça, et donc elle s'était un petit peu méfiée, elle s'était dit qu'elle allait un petit peu voir ce qui se passerait dans la suite. Et là, cette fois-ci, dans les discussions avec sa belle-mère, elles ont discuté de la fin de vie et d'une mort imminente, là où du coup sa belle-mère a pu lui transmettre qu'elle sentait qu'elle n'allait pas s'en tirer, mais qu'elle ne se sentait pas en capacité d'en parler à son fils. Donc à son fils, elle lui avait plutôt évoqué son envie de voir grandir son petit-fils, qui était présente, mais qu'elle sentait ne pas être réalisable malgré tout. Et donc du coup, en lui expliquant plutôt qu'elle était apaisée avec le fait de partir bientôt, même si forcément il y avait des regrets, et donc en échangeant un petit peu sur ce qu'elles avaient pu connaître toutes les deux, qu'elles avaient été contentes de se connaître, de passer du temps ensemble, voilà, un petit peu des au revoir. Ce qui du coup a changé aussi la trajectoire dans le vécu après du décès du côté de Cédric ou d'Anouk, là où Anouk décrit qu'elle a perdu sa belle-mère qu'elle voyait comme sa mère, donc ça a été très douloureux, mais voilà, elle a traversé le deuil comme elle en aurait peut-être traversé d'autres, pas forcément de manière extrêmement apaisée, mais en tout cas pas de manière compliquée pour elle. Voilà. Là où du coup Cédric, lui, a décrit qu'au décès de sa mère, ça a été un effondrement, un choc assez terrible pour lui, et que ça a été très douloureux, donc la perte de sa maman, avec des grandes difficultés à parler de ce qui s'était passé, de revenir sur le décès des mois, même des années plus tard, et que c'était seulement là, après 8 ans, qu'il en parlait un petit peu plus, de manière un petit peu plus apaisée, et que ça restait quand même un petit peu compliqué. Ce qui fait que par exemple ils ont assez peu discuté de cet épisode de lucidité terminale tous les deux, puisque finalement ça a ramené des mauvais souvenirs à Cédric qui ne voulait absolument pas en parler, parce que c'était vraiment très inconfortable et très douloureux pour lui d'évoquer cet épisode là qui pour lui était vraiment ça avait déjà été extrêmement compliqué de voir sa mère dans le coma, surtout qu'elle ne les avait pas informés de sa pathologie, donc ils avaient un petit peu découvert ça au moment où ils l'avaient vue dans le coma à l'hôpital. Donc premier choc, et là, second choc, qu'ensuite à une amélioration, et finalement sa maman décède. On peut parler de...
Il y a effectivement eu beaucoup d'enchaînements très rapides et donc on retrouve vraiment là, cet ascenseur émotionnel avec un enchaînement extrêmement brutal qui ne laisse pas le temps de s'adapter aux différentes situations et qui est vraiment qui ébranle beaucoup de choses du côté qui a ébranlé beaucoup Cédric voilà, dans son vécu. Et tu sais de quand il date le témoignage à peu près? Genre pour comparer à peu près à l'avancée des recherches actuelles Alors du coup, moi ça c'est un témoignage que j'ai recueilli au début de ma recherche, donc il y a quelques années, il y a 3 ans. Ah ouais, est-ce qu'il faut vraiment qu'on est vraiment au tout début de la, pas de la popularisation, mais de la normalisation, entre guillemets, auprès du grand public de ce sujet-là, quoi. Alors il n'y a que 3 ans, quoi. Alors effectivement, il y a extrêmement peu d'informations, ça commence à se développer à l'international, mais en langue française. En l'occurrence, il n'y a aucun travaux à part ceux qu'on a engagés à l'Université de Lorraine. Donc effectivement, il y a quand même une diffusion qui est très limitée, forcément. Donc on est en train de monter des projets de recherche pour continuer à explorer ce phénomène-là, à comprendre un petit peu mieux les répercussions qu'il peut avoir et comment est-ce qu'on pourrait accompagner au mieux un petit peu comment on pourrait l'inscrire dans nos pratiques, parce qu'il y a un caractère assez important à pouvoir voilà, mettre des mots, mais l'inscrire, qui devienne... qu'il soit inscrit comme une étape naturelle du mourir, mais que du coup, il s'inscrive même comme quelque chose qu'on peut rencontrer en tant que professionnel du soin. Voilà, une expérience parmi d'autres, et non plus voilà, complètement extraordinaire et incroyable. Voilà, elle existe et elle a sa place. Donc, mais on est encore au balbutiement de ces processus-là, très clairement, même si voilà, il y a des travaux de recherche en France, il n'y en a pas forcément dans tous les pays d'ailleurs, donc c'est déjà pas mal. Mais oui, il y a encore pas mal de services où c'est un phénomène qui n'est pas rencontré, donc qui du coup n'est pas connu, ou qui parfois, quand il peut être rencontré, comme il ne l'est pas assez fréquemment, n'est pas nommé, n'est pas reconnu, et du coup, il ne se passe pas grand-chose, et ce qui peut avoir des effets délétères. Mais est-ce que tu as eu des échos sur l'interprétation du phénomène de la lucidité terminale dans différentes cultures? Parce que là, du coup, on est vraiment dans un paradigme scientifique, hein, complètement, avec voilà, des études, etc. Mais je ne sais pas, par exemple, dans d'autres cultures, avec d'autres visions de la mort différentes, etc., est-ce que tu as eu des échos sur le fait qu'on puisse considérer la lucidité terminale d'une autre façon? Alors, je pense que la lecture de la lucidité terminale, elle s'inscrit de manière assez claire dans de toute manière, le vécu qu'on a de la mort, finalement. Donc forcément, il y a une lecture culturelle puisqu'on ne vit pas la mort tous de la même manière en fonction de notre culture. On a bien sûr des images, des représentations très différentes. Voilà, il y a effectivement nos cultures européennes et encore, même au sein de nos cultures européennes, je discutais avec une chercheuse qui travaille en Grèce de la lucidité terminale. Elle me disait que chez eux, c'était beaucoup plus habituel, qu'eux, ils en avaient plus l'habitude et que ça pouvait être parlé. Au Brésil aussi, c'est un phénomène qui est beaucoup plus facilement étudié. Ils ont beaucoup moins de difficultés à parler de la mort et de ces phénomènes-là. Voilà. Il y a moins de tabous aussi, peut-être? Il y a moins de tabous autour de la mort, de ce côté-là. C'est fascinant, ok. Et dans les cultures asiatiques, ça a aussi une certaine connotation. Je sais que par exemple, il y a quelque chose qui peut s'apparenter à de la lucidité terminale qui est mentionné dans le Bardo Sodol. Donc c'est le livre des morts tibétains. Et dans les différents événements qui peuvent survenir en fin de vie, à un moment, il mentionne le fait qu'il peut y avoir un regain d'énergie, alors en lien avec certaines pratiques du bouddhisme, mais il mentionne ce regain d'énergie comme possibilité avant le décès. Et tu sais quoi, je parlais de tout ça avec des amis musulmans il n'y a pas longtemps, et ils m'ont dit pareil, il y a une copine qui m'a dit que, je sais pas, donc je sais pas quelle sourate c'est, elle n'a pas réussi à la retrouver, et que pareil dans le Coran, c'est mentionné aussi, c'est pas appelé lucidité terminale, j'ai envie de dire presque évidemment parce que c'est un terme qui est quand même assez récent, mais ouais, apparemment pareil dans le Coran c'est mentionné quelque part, du coup je ne sais où, qu'en effet c'est possible qu'il y ait un élan de lucidité avant la mort. Donc il faudrait que je me renseigne sur d'autres textes qui concernent la théologie, tout ça, parce que c'est nouveau, c'est novateur le fait qu'on essaie de l'expliquer, de l'étudier à travers un spectre scientifique, mais apparemment après je pense que c'est un phénomène qui est aussi vieux que l'humanité, c'est sûr. Après ça dépend des différentes formes d'interprétation et de retranscription de ce phénomène-là. Mais ouais, c'est très intéressant. Puis c'est vrai qu'il y a des témoignages qui remontent à très loin. On en retrouve dans l'Antiquité, dans les écrits d'Hippocrate. Il y a des descriptions qui correspondent à la lucidité terminale. Et ça, on a pu en tracer, au moins sur les siècles derniers, on a pu en tracer beaucoup d'épisodes de regain, parfois même avec
des facultés que la personne n'avait pas auparavant, qui se développaient. Dans l'historique de Michael Nam, il y a des cas où la personne tout d'un coup développe le langage alors qu'elle n'était pas capable de parler auparavant à cause de certaines lésions ou de maladies comme la méningite. Voilà. Et donc ça c'est même une étape d'au-dessus que moi je n'ai pas observé dans mes travaux mais qui a été documentée historiquement. Du coup c'est ce qui m'a été transmis dans les bénéfices, si je puis dire, de la lucidité terminale, ou en tout cas dans tout ce que ça a apporté aux personnes que j'ai rencontrées. Tant les familles que les professionnels, voilà, il y en avait qui me disaient, en fait, ça nous a apaisés. C'était vraiment des moments qu'on a appréciés, on se sent chanceux d'avoir traversé ça. Et la manière dont ils partageaient leurs témoignages, dont ils livraient un petit peu cette parcelle d'intimité, voilà, où certaines fois ils disaient, en fait, on ne savait pas qu'il pouvait y avoir des recherches sur ça, donc on vous confie ça. Et du coup, voilà, beaucoup qui me disaient on est content de pouvoir le transmettre, de pouvoir en parler à quelqu'un, que ce soit reconnu, que ça puisse mener à des recherches, que ça puisse aider certaines personnes. Légitimiser aussi, j'imagine. Ouais. Et puis que ça puisse aider d'autres personnes aussi par la suite, que ça aide à diffuser l'information, à être mieux connu, et du coup, à ce que pour certains, ça n'ait pas les mêmes répercussions sur eux que sur d'autres, voilà, par exemple. Je sais aussi que voilà, un couple qui avait perdu leur fils, assez jeune d'un cancer, me disait c'est super pour nous de témoigner parce que ça veut dire que finalement, même dans ce qui nous est arrivé, dans ce deuil-là, c'est aussi quelque chose qui pourra aider d'autres personnes par la suite, en disant que leur fils était de lui-même déjà engagé dans des recherches, dans des protocoles, et que finalement c'était un petit peu dans la droite lignée de ça, et qu'ils n'auraient pas pu faire autrement que de témoigner et de participer à cette recherche. Et voilà, et d'autres m'ont aussi témoigné quand j'ai terminé ma thèse et que j'ai annoncé ça à toutes les personnes qui avaient participé, de me dire que il y avait une partie de la personne qu'eux avaient perdue et dont ils avaient partagé le témoignage, qui du coup allait avec ce travail-là et qui aurait des répercussions, aiderait beaucoup d'autres personnes à pouvoir peut-être mieux vivre ce phénomène-là. Donc voilà, ça c'était assez fort de recevoir ça et du coup de le retransmettre derrière. Et pour les professionnels aussi, beaucoup d'attentes. Beaucoup me disaient, voilà, nous on s'est un petit peu approprié ça, mais je posais la question de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ce soit mieux accompagné, comment est-ce qu'on pourrait l'inscrire dans la prise en charge, et beaucoup me disaient alors qu'ils n'avaient pas vraiment la réponse. Certains me disaient qu'ils ne savaient pas si ce serait possible, et beaucoup attendaient de cette recherche. Beaucoup m'ont transmis, finalement on attend des réponses de votre part. Voilà, donc ça a été aussi marquant. Pour moi qui me suis retrouvée chargée de tout ça, mais qui du coup avait l'envie de pouvoir apporter des réponses aussi, ce qui était dans tous les cas l'origine de ce travail-là, de pouvoir répondre à quelque chose de la clinique qui avait son poids, son existence, mais qui n'avait pas encore trouvé de réponse, alors que ça a un enjeu, ça a un impact sur des personnes à plein de niveaux différents et sur plein de publics différents, donc voilà, il y a cet intérêt-là. Et eux l'ont bien remarqué, l'ont bien souligné, et étaient en demande de pouvoir avoir des informations sur ça, et que ça puisse se diffuser, et que ça puisse se mettre en place. Voilà, donc ça a été des moments particuliers dans la recherche et dans ce cadre-là. Ouais. Ah ça doit vraiment être très 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 fort humainement. Et du coup, c'est une autre question que je n'avais pas mentionnée, mais qu'est-ce que ça fait, je ne sais pas si le terme va être bien utilisé, mais quelles difficultés et avantages ça peut apporter le fait d'être, je ne sais pas si le terme est bien adapté, mais d'être un peu une pionnière, entre guillemets, du moins en France, on va dire, de ce sujet, quelles difficultés et quels avantages ça peut apporter du coup Et ça peut être assez lourd. Oui. Parce que voilà, ça rejoint un petit peu les attentes qui m'avaient été exprimées, où du coup là plutôt du côté des professionnels pas mal, où oui, il n'y a pas encore grand chose, donc effectivement en tant que pionnier il y a le champ libre, donc voilà. Il y a l'occasion d'explorer le sujet de plein de manières différentes, de continuer à le travailler. C'est un petit peu comme découvrir quelque chose en archéologie pour la première fois. Là, il n'y a personne d'autre en France qui s'y est attelé, donc voilà, j'ai le champ libre. Ça laisse beaucoup de marge de manœuvre, ça laisse beaucoup de place, donc ça c'est très agréable. Mais derrière, oui, c'est du poids parce que du coup, il faut un petit peu répondre à certaines attentes. Si on s'engage sur ce sujet-là, si on s'engage à faire de la recherche, derrière on fait de la recherche pour essayer d'apporter quelque chose, alors aux théories scientifiques, mais aussi globalement à des personnes, à la clinique,
à des professionnels, à des familles, à des patients. Et donc, y a ce poids-là, d'autant plus que il n'y a pas forcément beaucoup d'autres personnes qui vont l'engager. Donc, heureusement, il y a des équipes qui se construisent, il y a des projets qui se multiplient dans le monde entier, mais en France, ça commence à émerger aussi. Donc, en ça, c'est plus confortable d'être à plusieurs pour mener ça et de pouvoir, en plus, augmenter notre force de travail et du coup, développer la recherche d'autant plus. Donc, je sais que j'ai un collègue qui va sûrement engager un travail de thèse sur la lucidité terminale et j'en suis très contente. Que ça se pérennise et que ce soit un sujet qui soit de plus en plus abordé. Donc voilà, c'est quelque chose qui gagne à être connu et à continuer dans la recherche pour que le poids se répartisse un petit peu plus. J'imagine bien, ouais. Du coup, nous en France, il y a mon travail de thèse qui a été fait. Là, il s'est terminé il y a quelques mois. On est en train de préparer un nouveau projet de recherche qui viserait à continuer d'explorer un petit peu les répercussions de la lucidité terminale et peut-être en explorer aussi les facteurs qui pourraient la déclencher et puis peut-être en amener une définition un petit peu plus claire, essayer d'en redessiner un petit peu plus les contours. Donc c'est encore un projet qui est au travail. On va aussi essayer d'avoir des financements pour de la recherche. Donc c'est encore en cours, très clairement, mais on veut maintenir ce projet-là parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et du coup, il y a encore beaucoup à défricher, donc c'est important de maintenir. On a aussi des projets au niveau européen, où justement il y a un projet de recherche qui s'engage entre l'Allemagne et l'Angleterre, donc du coup on serait aussi partant pour ce projet-là. Donc c'est un projet qui est mené par Michael Nahm, donc du coup, qui lui s'y connaît très bien, et avec l'équipe de l'université de Northampton en Angleterre, qui est notamment menée par Chris Rowe. Et donc ils sont en train de développer ce projet-là, qui en est encore aussi à sa construction, mais du coup avec qui on a déjà pris contact. Il y aurait des possibilités de collaboration à une échelle du coup plutôt européenne. Dans les autres travaux qui sont menés aussi en Europe, il y a les travaux d'Alexander Battiani, qui lui a développé donc son questionnaire qu'il a diffusé de manière assez massive, que j'ai aussi utilisé dans ma recherche. Donc du coup j'ai quelques données quantitatives basées sur le questionnaire que lui a mis en place. Donc du coup ces questionnaires-là lui ont aussi fait partie de sa recherche. Et donc lui, il continue ces travaux-là de son côté, à essayer d'analyser la masse de données qu'il a pu récolter et à essayer de nous transmettre un petit peu ce que lui peut avoir comme retour donc, sur ce phénomène-là, avec plutôt lui du coup l'exploration plus quantitative, d'essayer de voir un petit peu, d'essayer de mesurer un petit peu quelle était la vigilance de la personne pendant l'épisode, après l'épisode, combien de temps ça a duré, est-ce qu'il y a certains facteurs qui étaient associés. Donc en passant ce questionnaire-là au plus de personnes possible et dans différentes langues pour avoir beaucoup de retours. Après, au niveau du coup plus international, au-delà de l'Europe, il y a tous les travaux sur la lucidité paradoxale aux États-Unis et au Canada. C'est plutôt sur cet axe-là que la recherche se développe parce que y a beaucoup de financement plutôt sur cet axe-là uniquement. Eux se chargent de la lucidité paradoxale et ont un petit peu mis de côté la lucidité terminale. Après, sinon, je sais qu'il y a eu quelques recherches qui ont émergé, alors en Nouvelle-Zélande, mais ça, c'est une recherche qui a eu lieu il y a plus de 10 ans, c'est celle de MacLeod, donc elle date un petit peu maintenant. Mais il y a quelques années, en 2018, il y a eu l'étude de Lim et ses collègues en Corée, qui ont fait une étude sur la lucidité terminale et ont essayé d'estimer un petit peu les niveaux d'apparition de ce phénomène-là, de mesurer un petit peu dans quelle proportion est-ce que ça se produit dans certaines unités de soins. Alors ils avaient eu des résultats aux alentours de 5 à 6% des décès, ce qui est assez faible, mais qui malgré tout peut représenter du monde, puisque y a quand même pas mal de décès qui surviennent, donc 5 à 6% des décès, ça peut quand même représenter un nombre assez conséquent, par exemple sur des unités qui voient décéder plusieurs patients tous les jours. Voilà. Du coup, dans quelle mesure ces pourcentages reflètent ce que toi tu as pu observer ? Du coup, moi, j'ai pas eu l'occasion de mesurer la fréquence du phénomène, parce que moi, je suis simplement allée recueillir des témoignages. Donc, j'ai exploré des témoignages qui pouvaient être parfois assez anciens, parfois assez récents. Et donc, j'ai pas comparé à une population en disant, il y a tant de personnes qui sont décédées, combien on fait de la lucidité terminale. Ça, ce serait une des possibilités pour le projet qu'on va mener, pour justement essayer d'explorer un petit peu plus quelle est la fréquence de ce phénomène, parce que pour l'instant, à part cette étude-là coréenne qui a été menée, les autres études sont assez anciennes et du coup, il y en a même assez peu globalement, donc il y en aurait besoin. Ouais, c'est du coup de là, parce que j'avais trouvé moi pareil sur le même pourcentage, mais sauf qu'il n'était pas sourcé, ça ne disait pas d'où il provenait. Je crois que c'était justement avec
Alexander Battiani. Ouais, voilà, Ouais. je crois que c'était dans ses travaux qu'il l'avait mentionné, je suis pas sûre. À un moment, il mentionne aussi un pourcentage un petit peu plus élevé, mais c'était au cours d'une communication. Il ne me semble pas qu'il le mentionne dans ses articles récents, mais il avait parlé, lui, d'un pourcentage plutôt aux alentours de 15%. Mais du coup, lui, en fait, s'intéresse à la lucidité terminale uniquement dans les troubles neurodégénératifs en plus. Ah, d'accord, ok. Donc, est-ce que toi, déjà, personnellement, ce phénomène et surtout l'étude de ce phénomène, ça t'a amené à te poser des questions philosophiques, ou même est-ce qu'il y a des questions philosophiques en suspens qui concernent ce phénomène dans le monde de la recherche en général? Alors je pense que les questionnements, c'est un petit peu qu'est-ce que ça vient dire sur la conscience, et du coup, par extension, qu'est-ce que la conscience? Donc ça, c'est une question extrêmement vaste. Je ne vais pas avoir la prétention d'y répondre ou même d'apporter même un semblant. Je pense que c'est même intéressant que ce soit une question qui ne puisse pas trouver réponse, parce qu'au moins ça pousse à la réflexion. Et c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur un des bénéfices, ou en tout cas un des intérêts de la lucidité terminale, c'est que ça vient remettre du mouvement, ça vient remettre de la réflexion, parfois dans des manières de faire, des mécanismes qui sont un petit peu rodés dans le faire, dans la technique, et sans trop se réfléchir, sans trop se remettre en question. Donc là au moins, je pense que de manière générale, ça vient nous challenger, ça vient re-questionner un petit peu ce qu'on prenait parfois pour acquis, ça vient redire, voilà, on avait cette conception-là de la conscience comme peut-être quelque chose d'assez matérialiste qui dépend du cerveau. Et ben peut-être pas tant que ça finalement, on remet du doute, on remet en question et on pousse à nouveau à réfléchir, à se questionner, à revenir un petit peu sur ces théories-là, à voir s'il n'y en aurait peut-être pas d'autres qui seraient plus adéquates avec ce qu'on observe, avec ce qu'on rencontre dans la clinique et dans les faits. Donc au moins ça nous pousse à continuer de réfléchir. Donc ça, je pense que c'est ce que fait la philosophie, de continuer aussi à réfléchir et à se penser en tant qu'être humain. En ça, il y a ce parallèle avec la psychologie. Donc voilà, je dirais que ça touche à ces questions-là de qu'est-ce que la conscience, avec peut-être même d'autres appellations parfois, et du coup, voilà, comment est-ce qu'elle se manifeste, comment est-ce que parfois elle peut peut-être être cachée, ou est-ce qu'elle peut être détériorée, parfois pour certains peut-être même est-ce qu'elle peut survivre. Voilà, il y a toutes ces questions qui se déploient avec, et que peut soulever la lucidité terminale, comme soulève aussi d'autres expériences exceptionnelles qui elles aussi viennent mettre en avant que les connaissances qu'on a ne peuvent pas expliquer ce qu'on observe, et que du coup voilà, il y a encore d'autres choses à creuser. Peut-être qu'on n'aura aussi pas la réponse, et qu'au moins continuer de réfléchir, c'est déjà pas mal. Exactement. Alors d'un point de vue purement matérialiste, il y a des travaux qui ont été menés par un chercheur turc sur les possibles mécanismes neurobiologiques de la lucidité terminale. Donc lui, il s'est un petit peu posé la question de comment on pouvait expliquer ça, et particulièrement dans le cadre de démence, parce qu'en fait, il a pris l'abord de la manière dont on pouvait avoir accès à certains souvenirs malgré une pathologie, du coup malgré une démence, un trouble neurodégénératif, avec du coup les connaissances actuelles qui viennent appuyer que il y a une dégradation progressive, il y a une dégénérescence de certains circuits neuronaux, et du coup ça rendrait l'accès aux souvenirs, à certaines capacités, impossible. Et finalement la lucidité terminale, elle vient montrer que c'est encore possible. Donc comment est-ce que finalement notre cerveau retrouve l'accès à ces souvenirs? Et donc c'est sur ce postulat-là qu'il est parti, qu'il a tenté d'expliquer à l'aide de certains mécanismes neurologiques. Et donc lui, il a émis l'hypothèse, en se basant sur des modèles animaux, que certaines choses pouvaient peut-être s'expliquer avec l'idée que la mémoire, c'est encore quelque chose d'assez incertain. On ne sait pas forcément l'expliquer de manière très exacte, même au niveau neurologique. Voilà, on sait que la zone de l'hippocampe est impliquée, on sait que l'amygdale aussi est impliquée. Voilà, on sait identifier quelques zones, mais il n'y aurait pas vraiment un endroit particulier où on a nos souvenirs stockés. Il y aurait différents types de souvenirs, ils ne seraient pas du coup encodés aux mêmes endroits. Et donc finalement, il y aurait peut-être différentes manières d'y accéder. Et donc c'est sur ce postulat-là, où il a fait un petit peu la liste des différents circuits qui permettaient de réactiver les souvenirs, en disant que certains étaient attaqués par les démences, mais que d'autres étaient toujours accessibles, et que dans certaines situations, notamment quand il y avait certains dosages de neurotransmetteurs, une suractivité, il pouvait y avoir à nouveau accès à ces voies-là, à ces mémoires-là.
Alors après, ça nécessite aussi certaines conditions dans le sens où lui, du coup, il fait le lien avec l'approche de la mort et du coup, en fait, la biologie du cerveau en train de mourir, ou en tout cas qui commence malheureusement à mourir, puisque finalement, en fait, quand les cellules meurent, elles vont aussi relâcher certaines molécules dans le cerveau, et en fait, ce seraient ces molécules qui pourraient participer à suractiver les neurotransmetteurs, certains circuits de neurotransmetteurs, et qui du coup pourraient en fait faire cette activation transitoire, en tout cas cette capacité à pouvoir à nouveau accéder aux souvenirs et à certaines facultés, mais qui du coup serait transitoire puisqu'il faut qu'il y ait ces molécules dans le cerveau, elles ne sont là que temporairement parce que les cellules sont en train de mourir. Voilà. Une autre hypothèse pour la lucidité terminale serait, dans cette approche naturaliste, que la conscience ne se limite pas, le psychisme, la conscience, la manière dont on l'appelle, ne se limite pas au substrat biologique qu'est le cerveau, donc à la neurologie. Et que finalement, au-delà des dégradations, des pathologies, des altérations biologiques, cette conscience, elle persisterait dans son entièreté et qu'elle serait capable de se manifester au moment de la lucidité terminale, par exemple, puisque là, le corps dégradé, à un moment, lâcherait prise et la conscience aurait enfin l'occasion de revenir, de se manifester de nouveau, parfois de manière du coup beaucoup plus forte, mais de manière uniquement transitoire, puisque finalement, même si dans cette approche, la conscience ne se limite pas au cerveau, elle a quand même besoin du corps pour s'exprimer. Voilà. Donc dans cette idée, ce serait une manifestation d'une conscience autonome vis-à-vis du corps, ou en tout cas qui ne s'y limiterait pas, même si ce serait un petit peu un médiateur. Voilà. Le corps permettrait à cette conscience de s'exprimer, de mouvoir, de s'incarner. Presque. Ouais. Mais du coup, quand ce récepteur est abîmé, la conscience, elle n'en serait pas abîmée pour autant. Voilà. C'est l'idée de cette approche naturaliste et du coup dualiste finalement, puisque ça distingue corps et conscience et esprit. Et voilà. Donc ça, c'est une des hypothèses pour la lucidité terminale, entre autres, et il peut y en avoir, je pense, beaucoup. Même si on n'a pas forcément encore mis le doigt sur d'autres, ça pourrait être aussi quelque chose de l'ordre de mécanismes psychologiques. Nous, on parle de pulsion de vie, par exemple, de quelque chose qui, en réaction avec l'imminence de la mort, un rééquilibrage de ces pulsions avec une manifestation plus présente de cette pulsion de vie qui viendrait en écho, qui se manifesterait dans cette lucidité terminale, qui permettrait du coup ce temps en plus d'élaboration de la mort à venir pour le patient, pour les proches, mais qui du coup en serait forcément transitoire, puisque là encore, la biologie du corps vient se rappeler, elle est quand même incontournable, malgré tout, on a besoin de notre corps, et viendrait dire qu'à un moment, il a ses limites, et que il décède quand même malgré tout, et malgré que ce soit la conscience ou la pulsion de vie, à un moment, le corps a ses limites. Je pense que c'est quelque chose qui peut tout autant avoir sa place que de n'être pas du tout abordé. En fait, ça dépend énormément des familles, des patients. Pour certains qui peuvent avoir une approche très cartésienne, ils ne vont pas du tout s'en préoccuper. Pour d'autres, malgré cet abord cartésien, on va dire plus rationnel, ça va être l'occasion de le remettre en question, de s'ouvrir peut-être un petit peu plus à certaines questions spirituelles, sans que ce soit forcément aussi de l'ordre de la religion. Plus des questions du coup existentielles. Et puis il y en a d'autres qui vont ancrer la lucidité terminale dans un cheminement spirituel qu'ils pouvaient déjà avoir auparavant. Donc ça va venir y faire écho et s'y inscrire. Et puis certaines personnes vont aussi avoir de manière beaucoup plus présente des ancrages religieux, donc qui sont plus particuliers. Et là vont, pour certains, inscrire la lucidité terminale dans le cadre religieux, même si ça c'est quelque chose que moi j'ai très peu rencontré, ou alors c'était quelque chose qui n'était pas au premier plan dans le récit de la lucidité terminale. D'ailleurs, très souvent, l'interprétation que les personnes en faisaient n'était pas au premier plan. C'était vraiment plutôt comment est-ce qu'eux avaient vécu le phénomène et qu'est-ce que ça avait eu comme impact sur eux, sur leur personne, sur leur processus de deuil et puis sur leurs proches aussi, plus que la manière dont ils s'appropriaient le phénomène. Ça se faisait, quand ils en avaient besoin, ça se faisait assez naturellement. Certains disaient, c'était un moment de partage, c'était quelque chose qui vient dire qu'il avait encore des mots à nous partager.
ou alors pour certains professionnels qui disaient bah oui, c'est qu'il avait encore quelque chose à jouer, encore quelque chose à dire, qu'il y avait encore des éléments qui n'étaient pas finis, il voulait absolument terminer. Donc voilà, c'était plutôt de cet ordre-là. La spiritualité était plus en second plan et la religion encore plus. Elle a assez peu émergé dans les rencontres que j'ai pu faire. Ouais, d'ailleurs, c'est un truc qui revient beaucoup dans les hypothèses dans le monde de la recherche, c'est que la lucidité terminale aurait plus de chances de se manifester quand la personne a encore des choses à faire. Alors ça, du coup, je ne saurais pas répondre sur un pourcentage, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas mal observé. En tout cas, beaucoup de professionnels me disaient que dans leur interprétation, c'était qu'il y avait encore quelque chose à faire, quelque chose à dire, quelque chose à jouer, et que du coup, ça venait rappeler qu'il pouvait y avoir de la vie jusqu'au bout, vraiment jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus du tout, et que du coup, jusqu'au bout, il pouvait se passer des choses, il pouvait avoir des choses à dire, à faire, à demander aussi, un dernier repas, ou une dernière sortie à l'extérieur, qu'il y avait de la vie, qu'elle pouvait se manifester et avoir des petites émergences comme ça jusqu'à la fin, et qu'elles étaient importantes à saisir finalement. Donc oui, je pense que la lucidité terminale, elle fait quand même écho au fait que oui, il y a des choses qui continuent de se passer, et si elles se passent, c'est peut-être pas pour rien, c'est qu'il y avait peut-être ce besoin-là. Alors dans quelle mesure, quel besoin exactement? Mais en tout cas, elle vient sûrement répondre à quelque chose, ou en tout cas, elle est entendue comme ça, et elle sert souvent à répondre à des besoins dans tous les cas. Et je trouve que c'est une merveilleuse manière de conclure cette interview. Je n'aurais pas pu imaginer mieux. Déjà, je souhaite vraiment te remercier déjà de m'avoir contacté et surtout de m'avoir donné le temps que ce sujet puisse le terme n'est pas extrêmé, mais qu'il puisse se diffuser, se partager. Je trouve que c'est vraiment hyper important, d'autant plus pour l'accompagnement des personnes qui le vivent vraiment, pour s'y préparer, etc., pour éviter justement des vécus négatifs de ce genre d'expérience. Donc je trouve que c'est génial. Donc merci beaucoup encore une fois pour ton temps, et du coup je te laisse partager un peu tout ce qui est ta pub, en gros. Parle-nous de tes futurs projets, de où est-ce qu'on peut te suivre, où est-ce qu'on peut te trouver, où est-ce qu'on peut retrouver ta thèse si on a envie de la lire, etc. Tu es libre de partager ce que tu veux. Ok. Moi je fais assez fréquemment des communications, alors notamment dans des congrès scientifiques, mais l'idée serait de pouvoir aussi proposer peut-être plus facilement des conférences accessibles à tout un chacun, donc ça c'est encore en train de s'organiser. Ma thèse va être accessible aux archives ouvertes en ligne, donc HAL, donc elle devrait être disponible d'ici quelques mois. C'est aussi possible de me contacter avec mon adresse universitaire, donc ça sera peut-être possible de la mettre en description. Tout à fait, elle apparaît à l'écran et elle est en description. Ok, super. Et puis il y a aussi un livre qui va être qui devrait normalement sortir cette année, donc qui est en cours de rédaction sur le chant du cygne, donc issu des travaux de ma thèse, pour essayer de parler un petit peu plus de ce phénomène-là, ouvrir au-delà de l'historique un petit peu qu'est-ce qu'on en fait de ce phénomène-là dans la pratique, dans la clinique, comment on se l'approprie. Et puis peut-être qu'à terme, l'idée serait aussi de proposer un site internet pour référencer tout ça, les différents projets de recherche, les différentes communications, où est-ce que ce sera possible de venir en discuter. Ça ce serait un projet dans l'idéal. Avec aussi du coup tout ce qui est une aide, des ressources pour aider les familles à s'y préparer. Ouais, tout à fait. Et c'est super. Merci beaucoup encore une fois, je suis vraiment ravie. En plus on a parlé d'encore plus de choses que ce que je pensais, donc c'est vraiment génial, c'était super complet. Et moi, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu et que vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas à me laisser un petit like et à la partager à vos proches. Encore une fois, si vous souhaitez explorer les merveilles de l'univers et de l'esprit à travers la science et la philosophie, je suis